Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Comme vous avez pu le voir ces derniers jours, on enchaîne les previews et aujourd'hui on va en Espagne pour l'équipe Movistar. Pour en parler, je suis avec Noah. Bonjour Noah, comment vas-tu? Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Je suis très content de faire cette série preview et d'être là pour l'équipe hispanique. Comme d'habitude, hein, on va donner une petite note qui, je pense, sera un peu salée sur leur saison Ouais. 2024. On parlera des transferts sortants, des transferts entrants. On se posera la question ensemble de savoir comment l'équipe peut faire pour combler le manque d'un gars comme Valverde qui a été le porte-drapeau de l'équipe pendant des années et comment un petit peu remonter la pente pour l'équipe et même au niveau des points parce Ouais. que c'est comme une équipe pour le tour historique. On parlera ensuite de notre coureur à suivre tous les deux pour terminer par notre prédiction de classement pour la saison 2025. Eh ben Noah, je te propose de commencer directement. Noah, qu'as-tu trouvé de la saison Movistar? Quelle est la note que tu vas leur donner? Et puis après on va un peu discuter de ce que tu as pensé. Au niveau de la note, je leur mets un 5 sur 10 pour une équipe comme ça, une équipe World Tour. Je trouve que c'est vraiment trop peu. Mas sauve un peu les meubles sur la fin de saison avec sa Vuelta, mais c'est pas du tout assez pour une équipe comme ça. Franchement, heureusement qu'il y avait des gars comme Aramburu par exemple qui ont ramené quand même quelques victoires. Ils gagnent 8 victoires sur la saison, c'est pas assez. Pour une équipe de grimpeurs comme ça, ok, ils ont été présents sur la Vuelta. Ils font aussi une place au Giro, mais je veux dire, ils n'ont pas été présents, on les a pas vus là où ils devaient être en tout cas. Et moi, en fait, on s'en rend pas compte du tout, mais j'ai fait un peu des recherches et Movistar, sur les 10 dernières années, a été 4 fois numéro un mondial à l'époque Valverde Quintana. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié maintenant dans l'ère UAE Visma. Mais quand j'ai vu la stat, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, c'est vrai que ça a quand même été la meilleure équipe du monde. Et le problème, c'est que depuis le départ de Valverde, qui est resté là pendant 17 ans, l'équipe n'arrive pas à retomber sur ses pattes. Et c'est un peu difficile, on en parlera un peu plus dans le débat, mais pour une équipe comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile de retomber sur ses pattes. Il faut savoir que Valverde, quand il est arrivé, je pense en 2004, chez Il Balear, il avait le même nombre de victoires à lui tout seul que l'équipe avant d'arriver. Voilà, pendant 17 ans, il a fait vivre l'équipe, vibrer l'équipe, être 5 fois numéro un mondial sur les années qu'il était là, avec le duo avec Quintana. Enfin bref, trop peu cette saison. Et toi, ta note? Ouais, moi je vais être un peu plus sévère que toi. Je vais mettre un 4 sur 10. J'ai l'impression en effet depuis le départ de Valverde qu'ils sont en gueule de bois en fait. Mais une grosse gueule de bois. J'ai trouvé que Rubio a été présent sur sur le Giro, pardon, mais c'est un peu trop peu. Voilà, on peut pas baser toute sa saison sur un Giro et ne plus être présent sur la suite. Le Tour de France a été plus ou moins raté. Il faut savoir aussi que l'équipe non seulement a gagné que très peu, mais à partir du championnat national d'Espagne, ils n'ont plus gagné qu'une seule fois. Donc il faut savoir que souvent c'est le moment où la saison, allez, c'est la première partie de saison qui se termine, c'est au championnat national. Et puis après, c'est fini. En effet, en Ramburu, il m'a surpris quand même. Ça, c'est quand même un point très positif parce que c'est un coureur qu'on apprécie tous un peu ici dans notre équipe, mais qui a finalement été présent en Belgique. Et ça, c'était aussi chouette pour nous. Cortina, j'ai trouvé décevant aussi. Garcia Cortina, je trouve qu'il a quasi rien apporté si ce n'est sa présence dans l'équipe flandrienne où il était visible, mais il n'a pas fait des très très gros résultats. Alors, quand même, petite mention au plus flandrien actuel des Espagnols, c'est Lascano, qui a très très bien couru. Et alors, franchement, quel moteur et quelle surprise aussi de le voir 9ème du Dauphiné. C'était quelque chose que je ne m'attendais pas. Mas, t'en as parlé un peu, oui, le Tour de France raté, oui, Vuelta réussi, mais moi où je suis surpris, c'est aussi même sa présence au championnat du monde, c'est sa présence au Tour de Lombardie, c'est vraiment, il confirme dans les courses d'un jour, et c'est pour ça que je suis un peu surpris sur les courses comme Liège-Bastogne-Liège, sur la Flèche Wallonne, qu'on ne le voit pas plus souvent. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, neuvième des championnats du monde cette année. Ouais, c'est vrai que c'est bien de voir un peu les grimpeurs comme lui, comme O'Connor,
être pas que présent uniquement sur les grands tours, mais je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Il y a une époque où les coureurs de grands tours, ou ceux qui jouaient le Tour de France, ne faisaient quasi que le Tour de France, Paris-Nice et le Dauphiné, j'exagère à peine. Et je trouve ça bien de les voir, et je pense que ça peut rapporter des points. Et il est très fort quand il est là, il est présent malgré le Tour de France qu'il a raté, comme tu l'as dit. Mais je pense que c'est lui, il est quasi leader unique. En tout cas, il l'était quasi cette saison. Ça fait quelques saisons qu'il l'est, et il faut qu'il saisisse cette chance et qu'il se rende compte que c'est lui et qu'il n'a pas le choix, il faut y aller. Je pense qu'il est très fort, il le prouvait à chaque fois, mais il faut concrétiser, quoi. Ouais. Deux autres coureurs que j'aimerais mentionner. Un qui est plutôt dans la catégorie très positive, c'est Pelayo Sanchez, vainqueur sur le Giro. Et je sais que toi, c'est le genre de coureur que tu apprécies. Oui, c'est sûr. Des coureurs qui gagnent, qui vont dans les échappées, qui vont à l'avant, qui courent d'une super belle manière. Évidemment, je pense qu'on ne peut que apprécier ce genre de coureurs. Et heureusement, ces saisons que des coureurs comme ça étaient là. Mais c'est pas du tout le même registre, tu l'as cité, mais Lascano a été évidemment monstrueux sur la majorité des courses auxquelles il a participé. En tout cas, on l'a vu. Il était présent. Donc c'est vraiment des coureurs qui, je pense, font quand même malgré tout du bien à l'équipe, malgré la note assez négative qu'on leur met. Ouais. Sans ces coureurs-là, ça aurait été vraiment très, 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 très compliqué. Ouais, un autre coureur qui a eu une saison très compliquée, et c'est un des anciens meilleurs sprinteurs au monde, hein, Fernando Gaviria. Et ici, il a été, pour beaucoup, on n'a pas entendu son nom de l'année dans les résultats. Alors le Giro, très décevant, il a lancé souvent les sprints de très très loin finalement pour être très mal classé. Voilà, moi, tu sais bien, en tant que sprinter, je regarde souvent un point d'attention sur dans chaque équipe le sprinter de l'équipe. Et pour moi, c'est vraiment la grosse déception de l'année au niveau de l'équipe Movistar. Ouais, c'est sûr, c'est un coureur. Quand on a un sprinter dans l'équipe, même si c'est pas l'ADN de l'équipe, il est là pour gagner des courses, pour rapporter des points. En termes de points rapportés, il est que sixième coureur de l'équipe dans une équipe de grimpeurs. C'est, j'allais dire scandaleux, mais quasi. Surtout que je pense qu'il a un programme avec des courses qui peut le convenir, pas avec des énormes plateaux. Et j'avais l'impression, après je connais pas exactement les détails des courses qu'il a fait en 2024, mais j'avais l'impression que même quand il était là et qu'il n'y avait pas de gros plateau, bah, on le voyait pas vraiment, ou il faisait une pile placette dans le sprint, il venait faire timidement 9ème, alors que c'est pas un gars World Tour qui gagne par exemple, donc c'est pas assez, et je sais pas s'il s'est laissé aller, ou s'il y a eu un problème pour sa saison, mais c'est dommage qu'un gars comme ça ne gagne pas, ou ne donne pas en tout cas plus la pression d'avoir envie de gagner, de rapporter des points, et Ouais, tout à fait. En plus de ça, saison a été pas très très bonne. On a mentionné deux coureurs qui ont fait une saison, eux, plutôt positive, c'est-à-dire Lascano Mhm. et Aramburu. Et ces deux coureurs-là, ils partent, et on va regarder ça directement dans les transferts sortants. Bah voilà, les deux coureurs qu'on mentionne depuis le début de la vidéo en positif s'en vont. Ouais, c'est sûr. Lascano qui va chez Red Bull Bora avec un budget XXL, à mon avis, avec un beau contrat à la clé. Parce que je pense que beaucoup d'équipes se sont rendues compte que, comme on l'a dit, c'est un talent énorme et vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Mais c'est une énorme perte pour Movistar, surtout que, selon moi, les transferts entrants et les transferts sortants ne sont pas du tout égaux. Et il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et perdre deux gars qui gagnent, qui font partie des trois gars qui ont gagné le plus et qui ont rapporté le plus de points dans cette saison, pour une équipe qui a déjà très peu gagné et trop peu gagné, c'est un peu alerte parce que ils perdent des gars qui allaient leur apporter beaucoup de points. Ouais, tout à fait. On peut mentionner aussi que il y a eu une petite erreur avec Cavagna c'était une erreur de casting qui s'en va chez la Française des Jeux. On sait aussi que Johan Jacobs, le Suisse, qui, si je me trompe pas, vit en Belgique, s'en va aussi et qui déforce FDJ. l'équipe flandrienne. Et alors qu'ils avaient pris une identité un peu flandrienne ces dernières années, avec dans le final quelques coureurs, avec Jorgensen quand il était là. Et donc quand on regarde coup sur coup, année après année, ben moi je me pose quand même une question par rapport au budget de l'équipe, parce que on perd Jorgensen sur une année, on perd ici Lascano et Aramburu. Je suis sûr que là-dessus ça doit vraiment faire mal à l'équipe.
Ouais, je pense que ça doit leur faire mal. Il y a quand même un point positif et je me permets de passer sur les transferts entrants avec Pablo Castrillo qui arrive. Et ça, c'est très très bien. Je pense que le fait que l'équipe ait une forte appartenance hispanique a fait, heureusement pour eux, faire venir Castrillo là-bas parce que je pense qu'il avait pas mal de propositions. On en parlait euh, chez Ineos, hein, ouais, longtemps. ouais, Ouais. comme on l'a vu dans les médias. Donc ça, c'est très bien pour l'équipe. Je pense que il sera directement, dès sa première saison, dans l'équipe, un des leaders avec Mas. Et il faut vraiment qu'il entoure ces deux gars-là parce qu'ils doivent se montrer, ils doivent gagner. Et même si il arrive dans l'équipe, malheureusement, faut pas qu'il prenne trop son temps parce que pour l'équipe, ça urge. Et puis, il y a quand même une place à prendre aussi. Donc, entre guillemets, tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que il arrive après une Vuelta de fou, après une Et, année de fou, et et il doit confirmer. tu le vois plutôt jouer des classements de grands tours ou de courses d'une semaine ou plutôt aller chercher les étapes? C'est assez compliqué, aller chercher les étapes. C'est déjà un peu ce qu'il a fait cette année en étant chez Kern Pharma dans le seul grand tour auquel il a participé. Mais je pense qu'en termes de points, ce serait peut-être mieux qu'il est sur des courses d'une semaine, soit chasser les étapes, soit jouer le général. Ça, je sais pas encore, ou voir peut-être même les deux. Sur les courses d'une semaine, c'est peut-être plus facile Envisageable, ouais. de faire les deux parce qu'il y a souvent un week-end un peu plus dur où le général se dessine là-bas en fonction des courses. Donc, je pense qu'en termes de points, c'est peut-être mieux de le faire, même si c'est jamais l'idéal avec un coureur qui arrive de talent, mais le faire beaucoup courir, entre guillemets, des courses d'une semaine, de un pour qu'il évolue en World Tour, au plus haut niveau. Il vient quand même d'une équipe continentale, enfin du niveau inférieur. Donc, ils Ouais, doivent avec lui prendre des points. il doit passer l'étape supérieure. Deux autres coureurs qui arrivent de l'équipe Cara Rural, c'est Cepeda qui a fait une belle petite saison et je pense qu'il va amener quelques points. C'est un gagneur, c'est un coureur qui prend des points un peu sur les étapes dures, il n'hésite pas à prendre des échappées. Et puis moi surtout, c'est le coureur que j'apprécie, c'est Olar parce que c'est un coureur qui lui aussi passe partout, mais on l'a déjà vu gagner des sprints massifs aussi. Ouais, très fort, très puissant, champion d'équateur du chrono. Il gagne cette année au trophée Matteotti devant des champions, devant UAE, devant des Covid, devant plein de super bons coureurs et de super bons World Tour. Il gagne des classements généraux comme la Crow Race cette année aussi. Donc très fort, je pense que c'est une bonne pioche pour l'équipe Et il va ramener des pour points pas mal de surtout. petites courses, Ouais, il va ramener beaucoup des grâce à sa points. boîte de Ah vitesse. ouais, ouais, c'est sûr. Je pense que dans les arrivées, il y a aussi Tess Fashion qui vient de chez Lidl Trek, qui va amener un peu son expérience. Voilà, je pense pas que ce soit le coureur qui va révolutionner l'équipe, mais après ça amène un peu de volume à cette équipe-là, je pense. Mhm. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose sur les coureurs qui arrivent. Non, non, c'est assez complet. Je pense que, comme tu l'as dit, évidemment, le transfert, c'est Castrillo. Mais les deux coureurs de Carural, même Cepeda qui a fait sa meilleure saison en termes de points en 2024, qui arrive. Je pense que même Tess Fatson, hein, au niveau des équipiers, ou même quand il a un peu sa chance, on l'a vu en début de saison, à la Cadel Evans, je crois, faire deuxième et être Ouais, très bon, ouais. être à l'avant. Donc c'est un coureur hyper talentueux. Donc c'est des bonnes pioches, même s'ils perdent très gros, comme on l'a Ouais, dit. tout à fait. Et donc, du coup, on va se poser notre grande question. On en a déjà parlé pas mal. Valverde est parti il y a déjà 2 ans maintenant, 3 ans bientôt. Et l'équipe, elle est sur la pente descendante. Il s'accroche quand même à certains coureurs. Gaviria, on en a parlé. Quintana, qui est encore dans l'effectif. Euh, Noah, pour toi, quels sont les points ou les clés pour sortir de ce marasme pour l'équipe Movistar? Ou en tout cas pour retrouver un peu le côté positif pour cette équipe. J'allais dire garder le coureur de qualité, mais vu que voilà il y a comme on l'a dit hein, des super coureurs qui partent, je pense que c'est déjà faire un petit peu ce qu'ils font ou ce qu'ils ont essayé de faire depuis quelques années, c'est de ne pas jouer uniquement la montagne, les grands tours, mais jouer aussi les classiques et avoir des coureurs un peu plus complets. On a parlé de Gaviria, mais même si ça peut paraître d'un peu partir dans tous les sens, je pense que pour avoir des points, aujourd'hui, avec les nombreux programmes, toutes les courses qu'il y a, faut des coureurs complets, faut des coureurs qui vont partout quand même.
Et je pense que il faut quand même avoir une équipe de Flandriens, il faut avoir une équipe de classiques, et il faut que l'équipe développe ça, selon moi, sur le long terme. Sur les autres années, je pense que eux, ils sont assurés de rester en World Tour. Heureusement, ils sont 13e sur le classement sur les 3 années pour le moment. Donc ça, je pense qu'heureusement, ils ne peuvent pas être inquiétés à ce niveau-là. Mais il va falloir quand même se ressaisir parce que même si ça peut être compliqué, comme tu l'as dit, au niveau budget, on n'en sait rien. Mais il faut quand même que le sponsor historique qui est Movistar, il trouve quand même, entre guillemets, son beurre d'investir dans une équipe World Tour, donc c'est-à-dire une équipe qui coûte un certain prix. Ouais, pour moi, il faut jouer sur tous les tableaux. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai noté 3 points. Le premier point, tu viens un peu de le mentionner, c'est ce côté sponsoring. Il y a quelques années, Movistar avait dit qu'il ne voulait absolument être le seul sponsor de l'équipe. Et puis, plus on est avancé, plus ils ont changé ce discours. Et donc, du coup, moi, je me pose la question, où en est cette recherche de sponsors? Et je pense qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui que quelques millions supplémentaires arrivent dans l'équipe pour pouvoir concurrencer les toutes grandes équipes. Alors je veux pas forcément concurrencer Visma, je veux pas concurrencer UAE, mais je pense qu'il y a quand même un ventre mou où cette équipe a le mérite d'être. Le deuxième point, pour moi, c'est de retrouver de l'attractivité. Les superstars espagnols chez les espoirs ne signent plus chez Movistar directement. Je prends que quelques petits exemples, mais tu vas voir Ayuso qui a choisi d'aller chez UAE. On prend Pablo Torres qui a aussi choisi d'aller chez UAE. On a le cours de chez Ineos Rodriguez qui Mhm. a aussi et qui n'a pas pris la direction de Movistar. Et donc, cette équipe ne fait plus rêver les jeunes espagnols. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, sachant en plus que les plus grandes stars du cyclisme espagnol n'y sont pas forcément aujourd'hui quand ils ont confirmé. Et puis, il y a un dernier point pour moi qui doit être hyper important, c'est ces fameuses identités. Alors, être sur le Tour d'Espagne et de faire un beau Tour d'Espagne, chaque année, Enric Mas il va le faire, et chapeau à lui. Mais chaque année, il s'entête à aller au Tour de France. Chaque année, la nervosité ne lui convient pas. Pourquoi pas avoir un programme alternatif comme un Giro? Alors j'aimerais qu'il l'essaye, même si au niveau de la météo, ça lui convient pas toujours. Mais pourquoi pas aller sur un tour de France? Et puis, pour moi, c'est une équipe qui doit aller chasser des étapes. Ils doivent gagner. Quand tu gagnes, ben, encore une fois, on le dit souvent dans beaucoup de nos épisodes, mais quand tu gagnes, tu crées une culture de la gagne. Et la preuve, l'équipe Decathlon AG2R, l'équipe UNOX, ils ont commencé à gagner tôt dans la saison et ils ont gagné toute la saison presque. Ouais, on est, et à juste titre, mais fort négatif sur l'équipe depuis le début de cette preview. Mais des coureurs de qualité, il y en a. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense, comme je l'ai dit, aller jouer sur tous les tableaux et chasser des étapes, que ce soit avec des gars comme Castrillo, comme Rubio, ils ont des gars pour aller gagner, Pelayo Sanchez par exemple, pour aller gagner des étapes et pour jouer la gagne. Et on sait bien que sur les grands tours, en deuxième et troisième semaine, ça se fait beaucoup. Et je pense que l'équipe, t'as raison, doit aller chasser les étapes. Mais ouais. Enfin voilà, je sais pas s'il y a encore d'autres points que tu voulais dire pour ce débat, mais pour moi c'est vraiment ces clés qui sont hyper importantes. Je pense aussi que on ne doit pas viser tout le temps du World Tour. Alors pour certaines équipes c'est l'étape suivante, c'est le palier supplémentaire. Mais par contre, je trouve que gagner sur une Coupe de France avec l'effectif qu'ils ont, le Tour de la région wallonne, le Tour de Grand Prix de Wallonie par exemple, bah, c'est des courses qui pour moi, leur convient parfaitement. J'aimerais vraiment voir des grosses équipes Movistar sur ce genre de Oui, course. il peut même sur des courses d'une semaine pas trop dures. Je le dis ça parce qu'il l'a déjà gagné, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, la Crow Race, mais avec Olar qui arrive, par exemple. Sur des cours d'une semaine de seconde zone, pas trop difficile, je veux dire en termes de dénivelé, mais quand même exigeante pour le général, pour certains sprinteurs. Ben, c'est avec des gars comme ça qui peuvent arriver. Et ben, n'empêche, c'est quand même des points, c'est quand même une victoire, c'est quand même peut-être un général, peut-être une étape, deux étapes. Donc c'est hyper important. Ouais. Noah, quel est ton coureur à suivre? Mon coureur à suivre, c'est Ivan Romeo.
qui a 21 ans, euh, qui, je pense, est un des futurs talents de l'équipe, espagnol. Il a été champion du monde cette année, en 2024, chrono chez les Espoirs. Euh, c'est un gars qui est assez polyvalent, en fait, qui grimpe pas mal, qui roule très très bien. Je pense qu'il n'est pas ultra bon au sprint, mais qui est quand même assez complet, il grimpe bien. Et je me réjouis de voir ce qu'il va faire pour cette saison, jeune, 21 ans, équipe Movistar. J'espère qu'il sera bien là-bas, bien entouré, qu'il fasse peut-être pas de trop grosses courses, mais justement qui permettent à l'équipe d'aller chercher des points en évoluant sur des petites courses, en allant chasser des étapes sur des courses d'une semaine, en étant peut-être présent, en apprenant dans les chronos au niveau. On sait bien que les chronos c'est au millimètre, et même si le monde espoir est ultra professionnel, c'est quand même aussi un monde de différence, je crois, entre le niveau professionnel et le niveau espoir dans les chronos. Donc, qui se développe à tout niveau et qu'il apprenne, et j'espère qu'il va être fort. Ouais, tout à fait. Il rejoint un Milesi qui avait été le champion du monde espoir du chrono contre la montre l'année d'avant. Donc les deux sortants sont dans la même équipe et ça peut être vraiment intéressant. En effet, j'espère qu'ils vont aller sur des courses telles que le Tour de Belgique, le Tour du Poitou-Charentes. Alors, ils vont aller concurrencer des coureurs peut-être un peu moins forts, mais c'est ce genre de course où il y a un petit chrono d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres, et surtout que bah, pour le moment, il n'y a pas encore de gros dénivelé. Le Tour de Belgique, on peut avoir une étape un peu plus dure, hein, avec des pavés, avec ce genre de choses, mais je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup, ce rôle de leader, et puis après, bah, pourquoi pas prendre du volume, du coffre, en enchaînant les jours de course, et si possible, de temps à autre, essayer d'avoir une place de leader. Ouais, c'est sûr. Maintenant, voilà, il a déjà couru un petit peu en pro. Donc il connaît, il a déjà fait une année pas mal de courses pro, donc il connaît déjà un peu le monde pro. Ça va être sa première vraie saison 100% dans l'équipe Movistar, parce que l'année passée il faisait quand même, malgré qu'il soit dans l'effectif pro, mais il faisait quand même pas mal de courses en espoir, que ce soit rien que les championnats du monde, championnats d'Europe. Qu'il a fait en espoir, mais bon, faut quand même pas oublier qu'il a gagné au Tour de l'Avenir aussi, pas cette année, mais l'année passée. Donc, c'est un gars, quand on gagne sur le Tour de l'Avenir, il n'y a pas de secret, c'est le Tour de France des jeunes. Donc, je me réjouis de le voir. Et toi, ton coureur Ben moi, c'est un préféré? coureur qui a un peu plus d'expérience, qui souffle le haut, le bas, c'est Ener Rubio. Et comme souvent, vous allez l'entendre dans les previews, moi, c'est le type de grimpeur que j'ai envie de voir plutôt dans les échappées pour jouer la gagne. C'est un coureur qui a déjà gagné sur les grands tours. C'est un coureur qui grimpe peut-être dans les tout meilleurs du peloton au niveau de la grimpette, mais qui est chaque fois un peu limité au niveau des grands tours parce que il a un manque de chrono, il a un manque bah, de placement et j'ai un peu peur qu'il s'entête à faire 8e, 15e d'un grand tour. Non, moi je préfère qu'il fasse 10e ou 11e en ayant été dans les échappées quasi toute la dernière semaine et essayer d'avoir un maillot de grimpeur, essayer de l'avoir aussi dans pour avoir une victoire d'étape. Mais où je suis plus où je l'attends le plus en tout cas, c'est même peut-être pas dans les grands tours, c'est vraiment sur les courses d'une semaine. Et pour moi, le Tour de Suisse devrait être un bel objectif pour lui. Les courses comme Tirreno ou Paris-Nice. Euh, Encore une fois, Paris-Nice peut-être pas, mais Tirreno où maintenant il y a un peu plus de montagne. Ben, j'attends quand même de le voir un peu plus régulièrement. Et pourquoi pas aussi sur des courses comme le Tour de Burgos et les courses peut-être même un peu plus bas au niveau du niveau, mais si il enchaîne ses victoires, ça lui fera vraiment un grand boost au moral. Et donc je suis vraiment curieux de le voir l'année prochaine, la saison de NR Rubio. Ouais, pour moi, c'est le grimpeur de poche par excellence. En plus, qu'il gagne et qu'il sait gagner. Et que quand il est à l'avant et qu'il est bien, ben, il est cité dans les quelques qui peuvent gagner parce qu'il sait concrétiser et il a déjà montré au plus haut niveau avant le tour. Mais voilà, tu as cité, c'est vrai que sur des courses d'une semaine, même un Tour de Catalogne par exemple ou autre, je pense qu'il peut être très fort et ramener des points. Et je pense évidemment qu'il ne doit pas s'entêter à faire un top 10 au général, en tout cas pour le moment, ou alors il se sent très fort, mais avec la concurrence qu'il y a des grosses armadas. Je trouve ça même beaucoup mieux pour lui d'essayer de gagner et de prendre le risque
et de peut-être gagner 2 étapes d'un Giro ou 2 étapes de la Vuelta que d'aller faire 8e en ayant fait une fois 9e, une fois 12e, une fois 15e d'étape quand c'était arrivé au sommet. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut, voir aussi ce que l'équipe Ouais. lui demandera. Mais même pour lui, je pense que ça va être mieux d'aller chasser des victoires d'étape. Eh ben, on a un peu parlé de nos coureurs à suivre et maintenant on va un peu classer cette équipe. Donc selon nos prédictions, alors encore une fois, c'est vraiment nos avis. En moyenne dans l'équipe bidon collé, on a choisi de les mettre 19e cette saison. Toi Noah, tu penses plutôt 20e, moi 19e aussi. Euh, Comment tu vois la saison sur quoi tu attends l'équipe et comment tu vois leur saison l'année prochaine? Ben, je l'ai déjà un peu dit, mais entourer Mas, entourer Castrillo, chasser les étapes et des victoires avec Olar, avec Rubio. Je pense qu'ils doivent vraiment axer leur saison sur la victoire, parce que aller chasser, faire rouler tout le monde pour Mas sur un grand tour, sur 2 grands tours, etc., ben, ça rapporte pas de points parce que ça fait tous des équipiers qui doivent rouler. Donc je pense qu'une équipe offensive, en tout cas sur les plus grosses courses, et puis sinon, ben, essayer de gagner sur les plus petites courses d'une semaine. Ouais, je te rejoins tout à fait. J'espère vraiment que Mas va soit faire le Giro, soit viser les classiques ardennaises pour l'avoir vu plusieurs fois, même à la rue sur certaines de ces courses-là. J'espère que, je le répète, mais Rubio va s'attaquer à des victoires d'étape. Je suis vraiment curieux de voir Castrillo cette année, voir si c'était un grand pic sur une semaine au Giro, à la Volta, où il va vraiment confirmer sur le long terme. Et je suis vraiment curieux de voir ben, si, par exemple, Garcia Cortina va un peu se ressortir de son trou actuel et voir un peu l'éclosion de certains coureurs dans cette équipe. Donc, je me réjouis de voir cette équipe. C'est peut-être pas l'équipe qui m'attire le plus à l'heure actuelle, parce qu'il y a ce côté spirale négative qui est là. Mais en tout cas, je me réjouis de les retrouver sur les Flandriennes et sur les classiques ardennaises ici en Belgique. Noah, tu veux rajouter quelque chose? Non, ben, t'as parlé de Garcia Cortina. Moi, j'ai toujours adoré ce coureur qui, pour moi, a plein de talent et plein de qualités hyper complets sur des courses un jour, sur des courses typées flandrien ou même sur pas mal de types de courses, tant que c'est pas ultra dur. Mais c'est vrai que là, ça fait un an, un peu plus d'un an, 2 ans, qu'il est peut-être pas à son meilleur niveau. Moi, tu me dis Garcia Cortina, ben, cette année, je retiens pas une place. Je retiens quand il met le pied à terre, quand Van Der Poel attaque dans les Flandriennes. Donc, c'est pas ça qu'on a envie de retenir d'un gars comme ça, qui a quand même une pointe de vitesse de fou, qui est là pour gagner et qui est, en tout cas sur le papier, très fort. Ouais, alors, on l'a interviewé, il est énorme, il est grand à mort et on se rend pas compte quand il est Musculeux. sur le vélo. Ouais, tout à fait. Merci Noah, merci à vous de nous écouter pendant tout ce marathon des previews. Nous, on va continuer et surtout, on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, de mettre en commentaire votre note pour la saison 2024, quel coureur vous allez suivre et puis pourquoi pas voir à quelle place vous allez mettre cette équipe Movistar l'année prochaine. Allez les gars, à bientôt. Salut!